Les Lefebvre de Batiscan. Chapitre 49. Les trois meurtres de La Taille. De toute sa vie, Gabriel Nicolas Lefebvre, dit La Taille, n'avait jamais provoqué un combat. Il s'était toujours limité à se défendre lors d'attaques et la mise hors de combat sans tuer avait toujours été l'issue favorisée. Officiellement, il n'avait jamais oxy un homme en combat singulier. Mais là n'était pas tout à fait la vérité. À la fin du printemps 1724, quelle ne fut pas sa surprise de voir arriver en canot son ami d'Albany, l'ex-flibustier Firepower, accompagné d'un guide indien. « Salut, Moussaillon, » dit celui-ci en sautant du canot. « Tu m'avais dit que tu demeurais à Batiscan, et je te retrouve reculé 2000 dans le bois. Pas trop fort de ta part pour fournir des coordonnées. Firepower, quel plaisir de te voir. Je n'aurais jamais cru que tu viennes me visiter. Viens à la maison. Ma femme sera heureuse d'enfin connaître ce compagnon de flibuste dont je lui parle si souvent. » « Tu parles de moi à ta femme? Dans ce cas-ci, clair, c'est elle qui tient le cordon de la bourse. »« Exact, » avoua Gabriel en riant en donnant la collade à son ami. Les deux hommes se dirigèrent vers la maison. Louise surveillait le cuisseau de chevreuil sur la broche pendant qu'elle préparait les légumes. À l'entrée de Firepower, elle avait déjà replacé ses cheveux sous son bonnet, car elle avait entendu les voix d'hommes qui approchaient de la maison. « Louise, voici l'homme dont je te parle tellement souvent et qui nous a fourni tous ces livres que nous te portons d'Albany. »« Monsieur Firepower, heureuse d'enfin vous rencontrer. »« Le bonheur pour moi, Madame La Taille. Je vois que le Moussaillon n'a pas seulement du goût pour les rapières. Vous êtes une femme charmante, madame. » « Mon ami, ne t'y fais pas, ma femme est encore plus acérée que mon épée lorsqu'on l'attaque. »« Une vraie femme pour toi, dans ce cas, Moussaillon. »« Je vous prépare le café, les hommes. Veuillez vous asseoir en attendant, » dit Louise. « Merci, madame, » ajouta Firepower. « Mais j'ai déjà parlé de choses très sérieuses à votre mari. Serait-il possible que nous allions prendre une marche sur le rivage, Moussaillon? »« Allez-y, » dit Louise, « mais permettez-moi de revenir prendre la collation que je vais vous préparer, cher monsieur. »« Promis, » répondit-il, et il entraîna Gabriel par le coude, qui se demandait bien ce qui arrivait à son ancien compagnon d'aventure navale. Firepower se dirigea vers son canot et s'assit sur une grosse souche renversée qui servait à amarrer les barques qui venaient parfois. Il sortit sa pipe, la bourra, prépara un petit feu devant lui avec son bas-de-feu et prit un tison pour s'allumer. Ils fumèrent songeurs sans dire un mot. Gabriel chargea sa pipe et se mit à fumer en attendant que son ami se décide à parler. « J'ai appris que tu avais perdu l'un de tes fils, Moussaillon. »« Toi? » s'étonna Gabriel. « Comment as-tu pu l'apprendre? Il s'est noyé ici, plus haut sur la rivière, » ajouta Gabriel. « Il ne s'est pas noyé, Moussaillon, » dit gravement le flibustier en tirant une bouffée de sa pipe. « Voyons faire, Firepower. On a trouvé son canot brisé au pied du deuxième rapide en partant d'ici. On avait brisé son canot avant de le jeter dans le rapide. »« Qu'est-ce que tu me racontes? » demanda Gabriel, commençant à s'inquiéter de ce que son ami tentait de lui dévoiler. « Ton fils a été tué et enterré dans la forêt. On a ensuite brisé son canot, puis jeté dans le rapide pour faire croire à un accident. » Gabriel regardait Firepower bouche bée, assimilant lentement les paroles qu'il venait d'entendre. Les questions explosaient dans sa tête. Comment le flibustier savait-il qu'il avait perdu un fils? Comment savait-il que son canot avait été brisé? Comment pouvait-il savoir que son fils a été tué et enterré dans la forêt? « Raconte-moi tout, Firepower, sans rien laisser de côté. »« L'hiver dernier, je suis allé prendre un pot au pub hollandais, où je t'ai amené la première fois que tu es venu à Albany. Tu te souviens? »« Parfaitement. »
L'endroit était encombré et j'ai dû m'asseoir à une table qui était occupée par 3 hommes qui saignaient l'épée. Je ne le portais pas attention jusqu'à ce que j'entende mentionner ton nom, suivi d'un éclat de rire des 3 lascars. J'établis donc des mires de mes oreilles sur leur bouche. La première chose que j'ai entendue est « Messieurs, c'est cette année que nous allons remettre ça. Si nous pouvons éliminer la famille sur la ferme, il ne restera que ceux qui sont mariés à éliminer plus tard. Je cherche toujours celui qui a tué mon frère d'un coup de tomahawk, mais il ne vient jamais à baptise-camp. J'espère qu'il n'est pas déjà mort. Je lui réserve un traitement spécial. » « Est-ce que cela te dit quelque chose, Moussaillon? » demanda Firepower. « Oui, » répondit Gabriel. « C'est Jacques-François qui a tué le frère en question. L'idiot avait menacé de tuer la famille ainsi que Jacques-François un jour dans une embuscade. Il semble que le frère suivant soit du même acabit que l'exécuté. Il ne le trouve pas parce que Jacques-François est dans l'Illinois depuis quelques années. Continue. Tu dis qu'il se prépare à tuer toute la famille ici? C'est ce que j'ai entendu. Ils ont planifié le coup pour septembre, semble-t-il, mais ils pourraient venir plus tôt. C'est pourquoi je suis ici au printemps. Tu sais où je peux les trouver, ces individus? Demanda Gabriel. Ils habitent à Albany depuis près de 2 ans. C'est de là qu'ils partiront à l'automne. Je crois qu'ils resteront à Albany, maugréa Gabriel. Ne parle pas de cela à ma femme. Raconte-lui que t'es venu demander mon aide comme témoin pour un problème d'affaires à être réglé en cours. Je lui ferai comprendre que je ne peux pas te refuser cette faveur. Nous partirons demain matin. D'accord, répondit le flibustier. Et les 2 hommes fumèrent une 2e pipe en songeant à ce qu'ils allaient entreprendre. Frappant leurs pipes sur leurs talons pour les vider, ils se dirigèrent vers la maison. La soirée fut dédiée à faire accepter à Louise que Gabriel devrait absolument se rendre à Albany pour témoigner en faveur de Firepower. Sinon celui-ci risquait de perdre son commerce, ce qui serait nuisible pour la famille Lefebvre-Duclos également. Le lendemain, Gabriel ceignit sa rapière après avoir ramassé le sac où Louise avait insisté pour qu'il mette les habits les plus chics, en prévision de l'apparition de Gabriel en cour de justice. Celui-ci avait promis de faire le plus vite possible, mais comme on ne sait jamais comment se déroulent les causes devant les juges, il ne pouvait pas lui donner la durée de son absence. Le canot de Firepower s'éloigna du rivage et Louise leur envoya la main de la porte de sa maison. Arrivé à Albany depuis 3 jours, Gabriel s'impatientait devant la maison de Firepower. Celui-ci lui avait conseillé de rester caché, puisqu'il semblait bien que les 3 assassins le connaissaient. Le flibustier se promenait donc dans la ville à leur recherche. Gabriel lui avait demandé de rapidement venir lui dire où il se trouvait aussitôt que le flibustier les aurait localisés. Le corsaire voulait s'impliquer dans l'affrontement, mais Gabriel le lui avait strictement défendu. Il lui fallait éviter d'entacher son nom et son commerce. L'après-midi du 4e jour, Firepower se précipite dans la pièce. « Ils sont là, dit-il. Ils prennent un pot au pub que tu connais. »« Parfait. Reste ici, » dit Gabriel en saignant sa rapière. Il était habillé en coureur de bois, avec son tomahawk et ses 2 couteaux de chasse, mais sans ses pistolets. « Fais comme nous l'avons déterminé. Va chercher une carriole fermée et place-la devant la porte. Lorsque je reviendrai, il faudra déguerpir. » Et Gabriel sortit. Le flibustier avait pris le temps de lui décrire précisément les 3 filous. En entrant dans le pub, Gabriel les reconnut aussitôt et se dirigea directement à leur table. Eux ne l'avaient pas encore remarqué. À son arrivée à la table, ils levèrent les yeux. « Lequel de vous 3 est le frère de l'imbécile mort avec un tomahawk dans le front parce qu'il avait menacé ma famille? » demanda-t-il d'une voix grave et glaciale. L'un des 3 voulut se lever, mais celui à son côté le retint par le bras.
Pas ici, dit-il. Veux-tu aller en prison, idiot? Puis il se retourna vers Gabriel et il ajouta, nous sommes les 3 frères de celui dont tu parles, et crois-moi, tu ne sortiras pas vivant d'Albany. Êtes-vous toute la famille, ou s'il y en a d'autres des comme vous? Demanda Gabriel d'un ton assez insolent. L'un des 3 piqués au vif déclara, nous sommes les seuls, mais c'est amplement suffisant pour un vieux Canadien demi-sauvage comme toi. Gabriel le fixa dans les yeux, ce qui sembla refroidir l'énervé. Peut-être avait-il vu que l'homme devant lui, malgré ses 59 ans, n'était pas un sauvage qu'à demi. Revenant à son premier interlocuteur, la taille demanda « Vous avez mentionné qu'il ne fallait pas faire d'escandre ici, et je suis d'accord avec vous. Mais comme vous habitez la ville, vous devriez connaître un lieu où nous pourrions régler notre petit différend, non? » « Tu t'attaquerais seul à ton âge à 3 adversaires? » s'étonna l'interpellé. « On doit bien mourir un jour, n'est-ce pas? Et personne n'en connaît la date. Si je dois mourir aujourd'hui, eh bien, soit, j'aurai bien vécu. » Les 3 Bostonnais se regardèrent et éclatèrent de rire. L'un d'eux livra la pensée dans la tête de chacun. « Ils sont complètement cinglés, ces Canadiens. » Nous connaissons un endroit propice à notre projet, en effet. Et si vous ne craignez pas de nous y suivre, le cas sera réglé assez rapidement, dit le premier qui avait parlé en riant. C'est à 2 pas d'ici, ajouta-t-il, dans le pré au bout de la rue, au centre d'une petite forêt. Des arbustes entourent un espace assez grand pour convenir. Et c'est assez éloigné pour que vos râles ne soient pas entendus des habitations. Les 2 autres frères se mirent à rire de plus belle. « Alors je suis à vous, messieurs, » répondit Gabriel en s'éclipsant pour le laisser passer. Les 3 tueurs n'en revenaient pas de l'aubaine. Leur principale victime venait se livrer d'elle-même dans la gueule du loup. Riant tous les 3, ils se redressèrent et sortirent. Une fois à l'extérieur, ils se retrouvèrent pour vérifier si leur victime suivait. Leur sourire s'amplifia lorsqu'ils virent Gabriel sortir du pub. Ils s'orientèrent alors gaiement vers l'endroit où ils embrocheraient leur agneau. Gabriel remarqua qu'il passait devant la boutique de Fairpower et que la carriole était déjà en place. 10 minutes plus tard, les 4 rivaux se tenaient debout dans le pré. Gabriel dégaina sa rapière et les 3 tueurs imitèrent son mouvement. Ils se disposèrent devant la taille, prêts à l'assaut. « Tu ne t'attendais pas à nous combattre l'un après l'autre, j'espère? » demanda celui qui semblait le chef. « Je ne pouvais espérer ce genre d'honorabilité de la part de lâches tels que vous. Tu as parfaitement raison. Mais avant d'engager le combat, laissez-moi vous dire pourquoi vous allez mourir. Vous avez lâchement assassiné l'un de mes fils qui n'avait rien à voir avec cette histoire. Vous avez menacé de tuer ma femme, tout comme votre abruti de frère, et vous allez mourir tout comme lui, termina-t-il. Sur ce, il prit la pose du faucon, mais sa main gauche reposait sur le manche de son couteau de chasse à sa ceinture au lieu de sur sa hanche. Durant le peu de temps qu'il avait parlé, la taille avait visualisé le combat très court qui s'annonçait. Ses 3 opposants lui faisaient face, ce qui limitait la bataille à 3 simples scénarios. Le plus délicat, mais pas tellement plus dangereux, serait celui où la première attaque viendrait de l'adversaire du centre. Une attaque venant des 2 autres ne demanderait que 4 simples pas de danse à la rencontre de l'assaut. Voyant la pose de Gabriel, les 3 crapules éclatèrent de rire. « Ah! Il nous vise avec sa lame! » se moqua le chef d'espadassin placé du côté droit. « Il croit qu'une rapière est un pistolet! Quel abruti! Même s'il vise juste, sa lame ne lancera pas d'éclair! » ajouta-t-il en riant. « Allons, mes frères, embrochons ce sale Canadien! » Et il se fendit pour transpercer Gabriel. C'était là ce que la taille attendait.
Il pivota gracieusement de côté, en tenant toujours sa lame à l'horizontale, qu'il déplaça simplement de quelques pouces vers la droite. La lame du bretteur glissa à la gauche de Gabriel pendant que son propriétaire s'embrocha de lui-même l'œil droit sur la pointe de la rapière du Canadien. Il était mort avant d'échapper son arme. Dirigeant la tête du Maccabée vers la gauche pour que le corps bloque en tombant les deux autres lames, Gabriel retira d'un coup sec sa lame de l'orbite transpercée et dans le même mouvement fluide des trois pas de danse tournant sur lui-même pour se présenter tout près du deuxième agresseur. L'autre se retrouvait maintenant derrière son frère. Durant le déplacement en rotation de Gabriel, le couteau de chasse était sorti de son étui et agrippé dans sa main gauche. La fin de l'avancée giratoire enfonçait le couteau dans la gorge de l'adversaire face au coureur de bois. Repoussant de côté, au moyen de son couteau de chasse bien planté, le deuxième mort debout, il dégageait l'accès vers le troisième assassin. Il lui enfonça sa rapière dans la poitrine qui, une fraction de seconde auparavant, était protégée par la dépouille verticale de son frère. Le tout n'avait duré que 7 secondes. Les trois meurtriers de Nicolas, fils de Gabriel Lefebvre, dit La Taille, gisaient dans leur sang pour le repos éternel. La Taille, décrassant sa rapière et son couteau de chasse sur les cadavres, rengainait ses armes et prit le chemin vers la maison de Firepower. Son fils était vengé et sa famille maintenant en sécurité. Firepower l'attendait assis à la place du cocher, tenant les rênes de la calèche. Gabriel grimpa à l'intérieur et le flibustier fouetta les chevaux. « Va doucement, » lui dit Gabriel. « On ne les retrouvera pas rapidement. N'attire pas l'attention. Je te remercie d'avoir pensé à apporter mon paquet. Ma femme m'aurait étripé si je n'avais pas rapporté mes beaux habits. J'ai un canot qui t'attend avec le même guide indien qui est venu avec nous. Un autre indien l'accompagne pour le retour. Je ne t'escorte pas jusqu'au canot. Je te souhaite bonne chance, Moussaillon, et n'oublie pas que tes fils peuvent venir commercer avec moi. Je les recevrai comme si c'était toi-même. » Et Firepower arrêta la carriole. La rivière était là. « Merci pour tout, mon ami. Je te dois une fière chandelle. Si jamais t'as besoin de moi, ne me fais pas l'injure d'hésiter à me demander. » Gabriel descendit du véhicule sans regarder en arrière. Il monta dans le canot qui s'écarta rapidement sur la rivière. Firepower était déjà retourné à la station de location. 5 jours plus tard, Gabriel Lefebvre débarquait devant chez lui et prenait sa Louise dans ses bras, lui affirmant que le problème s'était réglé de lui-même. Il n'avait même pas eu besoin de témoigner. « Je me suis ennuyé de toi durant ce voyage, » lui dit-il. Sa famille l'attendait à l'intérieur, autour de la table, prête pour le repas. Personne n'entendit jamais parler de cette histoire. Chapitre 50 Le Mondéti. Déjà, en 1718, les autorités avaient intenté un procès à François-Madeleine You de la Découverte, les sieurs d'Aillebout, Claude de Coulogne, Messier de Saint-Michel, Moquin et autres, accusés de s'être rendus à Albany et d'y avoir porté des pelleteries pour y trafiquer. Mais ces marchands traiteurs opéraient dans l'ouest de l'île de Montréal et sur la rivière Outaouais. Installés dans le centre même du commerce officiel des fourrures, ils étaient beaucoup plus susceptibles d'être pris à faire de la contrebande. Ils comptaient exclusivement sur leur lien familial avec le gouverneur pour l'éviter. Le décès du gouverneur avait changé la donne. Rien de semblable n'est advenu aux coureurs de bois de la région de Batiscan. Ceux-ci comptaient beaucoup plus sur leur propre discrétion pour éviter d'être remarqués. Le 12 mars 1725, Vaudreuil, revenant à Montréal, reçut une lettre du commandant du fort Chambly. 3 députés anglais étaient arrivés en compagnie de Schuyler d'Albany. Ils portaient une lettre du gouverneur de Boston qui demandait à Vaudreuil de cesser d'assister les Abénaquis qui combattaient les Bostonnais. Vaudreuil répondit qu'il ne faisait que remettre aux Abénaquis les présents usuels, comme à chaque année, envoyés au nom du roi de France.
soulignant que si les sauvages attaquaient les Anglais, c'était de leur propre faute, puisqu'ils s'étaient appropriés de territoires abénaquis sans autorisation. L'un des envoyés bostonnais était ce William Dudley, ancien shérif à qui Joseph avait donné une leçon d'escrime et avait laissé enchaîner dans sa propre prison. Joseph, qui était à Montréal par affaires, accompagné de son épouse Jeanne Lafondier-Mongrain, décida d'aller dîner à l'auberge que son père et son grand-père fréquentaient à chacune de leurs visites en cette ville. Au milieu du repas, il vit entrer William Dudley, escorté de 2 autres envoyés bostonnais, le colonel Samuel Thaxter et M. Atkinson, suivi de Schuler. Comme le groupe passait près de sa table, Joseph les accueillit en disant « Bonjour, Monsieur Dudley. Vous verrez qu'ici on mange beaucoup mieux que dans vos prisons de Boston. Je vous souhaite un bon appétit. » Dudley, étonné d'entendre cette remarque de la part d'un Canadien qu'il ne connaissait pas, répondit « Est-ce que je vous connais, monsieur? »« Mais certainement, cher ami, » répondit Joseph. « Nous nous sommes rencontrés dans votre prison de Boston où je vous ai laissé enchaîner après vous avoir transpercé l'épaule de ma rapière. »« Vous seriez ce jeune Mohawk? Ce n'est pas possible, c'était un sauvage! » s'écria Dudley. « Mon père vous avait averti que j'étais un blanc, et je vous l'ai prouvé en maniant la rapière qu'il m'a prêtée tout en me recommandant de ne pas vous tuer. » « Je ne peux douter de votre identité, cher messieurs. Les renseignements que vous détenez le prouvent. Je vous prie donc d'excuser le zèle de ma jeunesse. Je reconnais sincèrement vous avoir traité de façon inadéquate pour un prisonnier blanc. Donc vous admettez que je vous ai moi-même traité de façon adéquate dans la situation où vous m'avez placé. » « Je m'en réjouis, monsieur. Encore une fois, je vous souhaite un bon appétit. » Sur ces mots, Joseph se retourna pour continuer la conversation avec son épouse. Dudley n'était pas habitué à autant de désinvolture à son égard. Sa première réaction fut d'apostropher l'homme qui le traitait ainsi, mais il se ravisa. L'homme en question, habillé comme un coureur de bois, portait toujours sa rapière à son côté, et il reconnaissait très bien cette rapière. C'était la même qui lui avait traversé l'épaule. Gabriel l'avait donnée à son fils Joseph, qui était le plus apte à posséder cette arme représentant la maîtrise de l'escrime depuis le tournoi où l'avait mérité Gabriel à l'Académie Landlois Île-de-France. Il continua donc en direction de la table où s'étaient installés ses compagnons bostonnais. À la fin de leur repas, Joseph et Jeanne se levèrent pour quitter la place. Le Canadien se retourna vers Dudley et le salua d'un signe de tête, tout juste à la limite de la politesse. Dudley émit le même genre de salut. La mission investie à Dudley ce jour-là était de rapatrier les prisonniers faits par les Abénaquis durant cette guerre de 3 ans qui n'était pas encore terminée. La plupart des prisonniers étaient des femmes qui avaient été rachetées, libérées et avaient épousé des Canadiens. Très peu acceptèrent de retourner, de sorte que la mission de Dudley fut un échec. Vaudreuil prit la précaution de faire accompagner les Bostonnais à leur retour, ce qui le sauva d'être attaqué par une troupe d'Abénaquis qu'ils rencontrèrent sur leur route. Dans la même année, 4 chefs abénaquis signèrent un traité de paix avec les Anglais à Boston, ce qui permit aux Bostonnais de respirer un peu. Ils remirent à plus tard la prise de possession des territoires abénaquis. Un certain marchand appelé Burnett s'installa un magasin où la rivière Oswego se jetait dans le lac Ontario presque à l'endroit où Gabriel et ses fils avaient fait la traite pendant 4 ans. Charles Lemoine de Longueuil était gouverneur de Trois-Rivières en 1720. 4 ans plus tard, il était gouverneur de Montréal, et l'année suivante, il fut chargé de l'administration intérimaire de la Nouvelle-France à la mort de Vaudreuil en octobre. Il ne fut pas nommé au poste officiellement, on nomma le marquis de Beauharnois à sa place. L'un des fils de Longueuil voyageant sur la rivière Oswego rencontra une centaine de Bostonnais conduisant 60 canots
chargés de marchandises et surtout d'eau-de-vie. Ils venaient renforcer le magasin de Burnett. Longueuil demanda aux Onontaga s'ils avaient cédé leur pays aux Anglais. Les Iroquois furent aiguillonnés par sa remarque au point de chasser les Anglais de leur territoire. Nicolas Duclos de Batiscan travaillait toujours pour Pierre Dizy d'Imauplaisir jusqu'à ce qu'il soit nommé juge. En 1724, âgé de 58 ans, il avait acheté le fief de Pierre Boucher, situé au confluent de la Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent. L'année suivante, il invita la famille Lefebvre-Duclos à venir le visiter sur son nouveau fief. Louise et Gabriel arrivèrent avec ceux de la famille qui n'étaient pas mariés. Madeleine, 30 ans, Antoine, 28 ans, Charles Gabriel, 25 ans, Alexis, 22 ans, Jean-Baptiste, 21 ans, Nicolas, 19 ans, Pierre, 17 ans, Michel, 15 ans et Julien, 11 ans. Oui, je sais, c'est long ces nomenclatures, mais c'est pas de ma faute si les familles canadiennes de l'époque sont tellement nombreuses. À leur arrivée, les garçons construisirent un abri style longue maison iroquoise de 7 pieds de hauteur par 14 pieds de large et 20 pieds de long. Les côtés furent recouverts d'écorce de bouleau, mais le dessus fut abrité d'une toile cirée en laissant une ouverture pour la fumée. Cette construction étanche n'avait pas nécessité 2 heures et demie de travail aux jeunes coureurs de bois. Les parents résidaient dans la maison de Nicolas Duclos. Ce ne fut pas très long avant que Louise suggère d'explorer la rivière Saint-Maurice. 2 jours plus tard, toute la famille, accompagnée par Nicolas Duclos, s'embarqua dans des canots pour remonter la rivière. On partait en pique-nique. Malgré leur âge, Nicolas et Gabriel firent leur part de travail, mais il faut dire que sans les jeunes Lefebvre, le groupe ne serait pas allé très loin. 3 jours plus tard, on s'installa dans une construction semblable à celle construite chez Nicolas Duclos et on commença à organiser le campement pour les 3 ou 4 jours suivants. Chasser, pêcher et faire des feux ne peuvent pas empêcher d'attirer l'attention, de sorte que le lendemain après-midi, le groupe se vit encerclé par une trentaine d'Indiens assez menaçants. Rapidement, on plaça les femmes au centre du groupe avec Nicolas et Gabriel, pendant que les jeunes coureurs de bois se préparaient à toute éventualité. Gabriel en était rendu à sa 8e veste de daim portant le wampum. Il l'avait endossée pour l'excursion. Il s'avança près d'Antoine et leva la main en signe de bienvenue. « Bonjour, mes frères, nous sommes venus en amis voir votre pays. » L'un des Indiens s'avança de quelques pas, pendant que les braves derrière lui menaçaient le groupe de leurs flèches. Le chef qui s'était avancé regardait les wampums sur la veste de Gabriel. « Je te vois, celui qui parle au maître de la vie. J'ai entendu parler de toi, mais cela date de plusieurs lunes. Je croyais que tu étais parti pour les terres des chasses éternelles. »« Pas encore, chef, » répondit Gabriel. « Je vis toujours à Batiscan, sur ma terre, mais je n'y fais plus la traite des fourrures depuis longtemps. » À ce moment-là, un des jeunes braves prit la parole. « Tu n'es pas venu en ami, tu es venu pour prendre nos terres. D'autres te suivront, et nous serons repoussés vers le nord. Cela ne sera pas. » Et il se lança vers Gabriel. Les autres braves tendirent leur arc, prêts à lâcher leurs flèches. Antoine sauta devant son père, saisit l'attaquant à bras-le-corps et le projeta devant lui au pied de son chef. Il se retourna ensuite et revint se placer près de Gabriel. « Tes hommes braves sont aussi braves que les miens, chef, » dit Gabriel en souriant. « Je crois que nous devrions les contrôler un peu mieux. » « Il est difficile de contrôler de jeunes guerriers. Je doute pouvoir y parvenir, » répondit le chef. « Dans ce cas, je devrais laisser les miens faire à leur guise. Remarque qu'ils ont tous des fusils et des pistolets. Plusieurs risquent de mourir en ce jour, » continua Gabriel. « Tu as raison.
Peut-être pourrions-nous trouver un autre moyen de dépenser leur surplus d'énergie, ajouta le chef. Je propose que chacun des tiens combatte chacun des miens en combat singulier. Cela les calmerait tous et démontrerait lequel des miens ou des tiens sont le plus braves. Excellente idée, répondit Gabriel. Organisons un pow-wow, mais commençons par un bon repas. Vous êtes nos invités. Après, toi et moi, nous organiserons des joutes. Hug, répondit le chef, et il donna des instructions à ses braves pour s'installer. Apparurent alors des femmes et des enfants sortant de toute la forêt environnante. Louise et Madeleine organisèrent la cuisson des 2 chevreuils et de l'ours que les jeunes hommes avaient tués la veille. Les Indiens lancèrent des filets dans la rivière et en sortirent une bonne quantité de poissons. Les femmes indiennes se joignirent aux Canadiennes, de sorte que le repas fut prêt 2 heures plus tard. Les braves furent étonnés de voir les femmes blanches donner des ordres aux jeunes hommes qui obéissaient. L'un d'eux riait et se moquait des jeunes Canadiens en les pointant du doigt. Ce qui ne plut pas du tout à Pierre, qui se planta, les 2 poings sur les hanches, devant le brave qui ricanait. Celui-ci redevint sérieux et se leva devant le jeune homme. Il semblait que la joute allait commencer plus tôt que prévu. « Il semble que ton jeune fils ait déjà choisi son adversaire, » dit le chef qui fit signe à son brave de se rasseoir. « Ce sera un travail de moins à faire pour nous, » répondit Gabriel. « Mais ton fils est beaucoup plus jeune que mon brave, » souligna le chef. « Peut-être, mais c'est son choix. Puis-je m'y opposer? » répondit Gabriel. Le chef informa son brave qu'après le repas, il allait combattre le jeune Canadien. Le guerrier regarda Pierre avec un sourire, acquiesça d'un signe de tête et se rassit. Pierre revint à ses occupations. Par contre, l'Indien cessa de se moquer, et la fête commença. Plus le repas avançait, plus les Indiens et les Canadiens devenaient amis. Les femmes indiennes s'entendaient très bien avec les Canadiennes, et tous les participants au pow-wow s'amusaient. Le repas terminé, on s'assit en grand cercle autour d'un espace où se dérouleraient les luttes. On avait décidé de ne pas employer d'armes. Durant le repas, Gabriel et Nicolas Duclos apprirent que les Indiens étaient de la tribu des Montagnais. La première confrontation fut celle de Pierre et du guerrier qui avait voulu ridiculiser les jeunes Canadiens. Pierre, qui était d'un caractère ombrageux, n'eut pas de difficulté à retrouver l'humeur qu'avaient provoqué les moqueries du Montagnier, mais il serait temps d'attaquer le premier. Le guerrier qui l'affrontait était trop gros et grand pour penser pouvoir le maîtriser seulement par la force de ses bras. Il attendit donc l'attaque. Il n'eut pas à attendre longtemps. Le Montagnier, sûr de sa victoire, s'élança sur lui. Pierre s'esquiva tout en lui saisissant la nuque d'une main qu'il rabaissait vigoureusement vers les genoux de l'Indien, ce qui le fit pirouetter et s'étaler sur le dos. Toute la tribu, sortant de son étonnement, souligna le résultat de la technique du jeune Canadien par des cris de joie et d'appréciation. Pierre attendit que le guerrier se relève. Celui-ci, quoiqu'un peu étourdi, se rapprocha de son adversaire plus prudemment. Lorsqu'il voulut le saisir à bras-le-corps, le Canadien fit un pas de côté en assénant un coup de poing de toutes ses forces au plexus du Montagnier qui s'écroula le souffle coupé. Les Indiens furent estomaqués et regardèrent leur guerrier affalé sur le sol. Voyant qu'il ne se relevait pas, Pierre se pencha sur lui et le releva assis en l'obligeant à respirer. L'Indien, reprenant ses esprits, regarda le jeune Lefebvre et lui mit sa main droite sur l'épaule et le secoua en souriant. Tous les guerriers montagnais saluèrent ce dénouement avec des cris de joie. Pierre releva son adversaire et le conduisit vers la nourriture où les 2 hommes se remirent à manger comme 2 grands amis. « Ton fils est un excellent combattant, » dit le chef. « Il possède une technique que nos braves ne connaissent pas.
C'est une technique des Blancs améliorée des techniques indiennes, répondit Gabriel. Mes fils l'ont mise au point avec leur instructeur Mohawk, qui est mon neveu. Tu es vraiment l'ami de tous les Indiens, remarqua le chef montagnais. Je suis heureux de t'avoir finalement rencontré, dit-il en serrant l'avant-bras de Gabriel. Il y eut un grand nombre de compétitions entre les jeunes Canadiens et les jeunes guerriers montagnais, mais aucun autre combat. Chacun redoublait d'adresse au lancer du couteau, tomahawk, tir-à-l'arc, et pour finir, les Canadiens firent démonstration de leur maîtrise du fusil. La qualité des tirs des Canadiens fit merveille chez les montagnais. Nicolas se renseigna sur les terres des Indiens qui lui jurèrent que jamais ils ne laisseraient leurs droits sur leur territoire, et ils tinrent parole. Aucun traité avec les Blancs ne fut jamais signé par les Inuits avant la Convention de la baie James et du Nord québécois en 1975. De retour chez Nicolas Duclos, les Lefebvre restèrent encore une semaine. Évidemment, Nicolas, qui n'avait pas changé, fut heureux de constater que ses neveux aimaient travailler tout autant que lui, de sorte que cette semaine lui apporta beaucoup de satisfaction sur l'organisation de sa terre. Chapitre 51. Pierre Gauthier de Varennes de La Vérendrye. La rivière Saint-Maurice était une découverte pour Louise et les autres membres de la famille, mais pas pour Antoine qui, à l'âge de 21 ans, avait exploré cet affluent du fleuve Saint-Laurent. En 1717, à son retour d'un voyage au Grand Lac, où il faisait la traite durant les 3 années précédentes, il avait voulu explorer la rivière le plus loin possible vers le nord. Il avait découvert un territoire très prometteur pour le castor. Il en piégea durant 3 semaines et fit une bonne récolte. Il apporta ainsi des preuves à son père que la région valait la peine d'être exploitée. Sur le chemin de retour, il rencontra 3 Canadiens qui construisaient un poste de traite à l'endroit appelé La Gabelle. Il s'agissait du coureur de poids Pierre Gauthier de Varennes et de La Vérendrye, accompagné de 2 amis. Gauthier avait reçu de Vaudreuil en 1715 le privilège de traite pour cette région. Lorsqu'il aperçut Antoine venant du nord sur la rivière en canot, il sauta dans le sien, l'intercepta et l'obligea à accoster près du poste de traite en construction. La Vérendrye était de 2 ans plus âgé qu'Antoine, qui en avait 21. Les 2 canots atteignirent le rivage au même instant. Antoine fulminait d'avoir été sommé d'arrêter à la pointe d'un fusil, et la Vérendrye était furieux qu'un Canadien ose faire la traite sur son territoire. « Si vous avez un tant soit peu de courage, monsieur, tempêta Antoine, vous allez déposer votre fusil et vous servir de cette épée que je vois pendre à votre côté. Soyez heureux que je vous ai pas tiré au lieu de vous contraindre d'accoster, répondit la Vérendrye. Je vois que vous êtes un lâche. Vous n'osez pas changer le fusil pour la rapière, continua Antoine, rouge de colère. À votre aise, enchaîna la Vérendrye en jetant son arme et dégainant sa rapière. Je ne voulais que vous avertir de ne plus jamais traiter ici, mais si vous y tenez absolument, vous tenterez de ma lame. Antoine, qui avait rangé sa rapière au fond du canot, la ramassa et vint se mettre en garde devant la Vérendrye qui l'attendait. Antoine n'avait pas la dextérité de son père ou de son frère Joseph, mais avait pratiqué l'escrime pendant des années avec ses 2 maîtresses lames. Il n'était donc pas le dernier des escrimeurs. Quant à Pierre Gauthier, il était soldat depuis l'âge de 12 ans et avait combattu en France. Il avait été blessé par 8 coups de sabre et une arme à feu à la bataille de Malpalquet. Il ne portait donc pas une rapière pour l'apparence. Antoine laissa tomber sa colère aussitôt qu'il mit la main sur sa rapière. Le combat commença donc avec 2 adversaires qui étudiaient les connaissances de l'autre. Offensive et contre-offensive se succédaient sans arrêt. Et peu à peu, la vitesse d'exécution augmentait. Tierce, sixte, quinte, quarte. Les mains se tournaient vers le haut ou vers le bas constamment.
La seconde, l'octave, la prime et la septième ne servaient pas moins souvent que les 4 premières. Le combat durait depuis déjà presque 15 minutes, et le terrain où se déplaçaient les adversaires était nettoyé de toutes branches ou feuilles qui s'y trouvaient avant l'affrontement. Pierre et Antoine commençaient à trouver l'exercice amusant, et chacun souriait lorsqu'une de ces attaques était parée par l'adversaire. Trouvant que c'était trop long pour en voir une issue, les deux amis de la Vérandrie avaient cessé de regarder le combat. Ils étaient retournés travailler. 5 minutes plus tard, les deux spadassins se regardèrent et sourirent. « Je commence à me fatiguer, » dit la Vérandrie. « Que diriez-vous d'un petit repos pour reprendre notre souffle? »« Je prendrais bien le temps d'une pipée, » répondit Antoine, qui abaissa sa rapière comme son adversaire. « C'est une belle rivière que la Saint-Maurice, » dit la Vérandrie. « Très belle, et ses rives sont également remarquables. Je suis allé jusqu'à une grande baie à quelques jours d'ici. Le castor est abondant et j'en ai attrapé une bonne trentaine, » continua Antoine. « Vous les avez attrapés? Vous ne les avez pas traités avec des Indiens? » demanda Pierre Gauthier. « Non, je voulais seulement savoir si le territoire était riche en fourrure. Je n'ai pas rencontré de sauvages. Mais dans ce cas, nous nous battons pour rien. Je croyais que vous aviez fait la traite. C'est quand même un combat intéressant. Je ne suis pas fâché de me battre avec vous. Je me présente. Antoine Lefebvre du Sablé, dit Despins. J'habite chez mon père à Batiscan. » Et il tendit la main à son adversaire. « Enchanté, monsieur Lefebvre. Je suis Pierre Gauthier de Varennes de la Vérandrie et j'habite chez ma femme à l'île du Port. Et c'est ainsi, j'espère, que vous m'en excuserez, cher lecteur, que le combat se termina. » Pierre Gauthier garda Antoine avec lui pendant 2 jours pour qu'il lui raconte tout ce qu'il avait vécu au-delà des Grands Lacs durant les 3 années précédentes. Il lui demanda ce qu'il pensait de la mer de l'Ouest, et Antoine lui expliqua qu'au-delà des Grands Lacs s'étendait une plaine à perte de vue et pratiquement sans arbres. Il avait perçu des montagnes très loin, mais avait rebroussé chemin quand il eut l'impression qu'elles reculaient aussi rapidement que lui avançait. « S'il y a une mer à l'ouest, dit-il, elle est au-delà de ces montagnes. »« J'aimerais bien aller explorer cette contrée, » répondit-il. « C'est facile. Vous n'avez qu'à prendre votre canot que je vois là et avironner jusqu'au Grand Lac avec un bon répertoire de chansons. Ensuite, changez votre canot pour 2 chevaux et continuez vers l'ouest. Mais si vous vous décidez à le faire, avertissez-moi aussitôt. »« Pourquoi? » demanda la Vérandrie, croyant qu'il avait trouvé un compagnon de voyage. « Parce qu'alors je viendrai sur la Saint-Maurice vider tout le castor que je pourrai attraper et y faire la traite au maximum, » répondit Antoine avec un sourire espiègle. Pierre Gauthier éclata de rire. « Les 30 peaux que vous avez déjà sont les dernières que vous soutirerez de la rivière Saint-Maurice. Je m'y engage, » dit la Vérandrie en lui flanquant une tape sur le dos. Ce ne sera que 12 ans plus tard que la Vérandrie, avec ses fils, parviendra à organiser son exploration de l'Ouest avec les autorités françaises. Et le frère d'Antoine, Alexis, serait de la première partie de l'expédition. La Vérandrie sera considéré comme le plus important explorateur de l'Ouest. Il construisit une série de forts pour y assurer le contrôle de la traite des fourrures et l'autorité du roi de France. À son décès, il était plein de dettes, d'une fortune constamment réinvestie dans son projet. La Nouvelle-France s'était enrichie et avait gagné du territoire grâce à sa famille, mais ses fils furent lésés de tout le travail qu'ils avaient fait avec leur père. Il faut spécifier que le Français de la famille était mort. Il ne restait que des Canadiens. Chapitre 52. La mère s'éteint, suivie du père. Louise Duclos Lefebvre est maintenant âgée de 60 ans, et son époux Gabriel de 68 ans. Leurs enfants, Alexis, Pierre, Michel et Julien, habitent toujours avec leurs parents. Par contre, en cette année de 1733, tout est organisé pour que Michel et Pierre prennent épouse. Le premier doit se marier le 28 juillet
et le second le 14 septembre. À la fin du printemps, Gabriel et Louise se bercent sur la plate-forme extérieure de la maison. Louise tricote et Gabriel fume sa pipe. Et il voit s'approcher sur la rivière 2 canots transportant des Mohawks. Winnetou, le chef de tribu, ayant confiance dans la médecine de sa tante Blanche, lui envoie un de ses enfants malades. À son départ, l'enfant avait des nausées et de la fièvre, mais à son arrivée chez le Lefèvre, il avait des rougeurs sur la peau. Louise crut discerner des signes de la variole. Elle fit construire rapidement une cabane près de la rivière et y installa l'enfant. Mettant toutes ses connaissances en œuvre, elle parvint à retarder l'issue fatale de la maladie. Après avoir donné des signes de rétablissement, l'enfant succomba 3 jours plus tard. Louise l'avait soigné pendant 3 semaines et demie. Les Mohawks retournèrent annoncer la nouvelle à Winnetou, mais Louise insista pour que la dépouille soit incinérée. Elle organisa une cérémonie fastueuse qui permit de faire accepter l'incinération de l'enfant ainsi que tout ce qui avait été en contact avec lui. Les Mohawks décrivaient à leur chef quelle splendeur sa tante avait donnée à la cérémonie. Louise était déçue de n'avoir pu guérir le petit Mohawk. 1 mois plus tard, ce fut elle qui fut prise de nausées. Elle sut qu'elle était atteinte de la variole aussitôt que les rougeurs apparurent sur son corps. Elle se soigna du mieux qu'elle put et parvint à retarder l'échéance de la maladie jusqu'en octobre. Gabriel resta à son chevet et la soignait selon les instructions qu'elle lui fournissait. Il insistait pour lui donner un bain d'eau chaude chaque jour, ce qui avait pour effet de la reposer. Entre-temps, ni l'un ni l'autre ne purent assister au mariage de leurs fils Michel et Pierre. Malgré tout le dévouement de Gabriel, elle fut inhumée le 31 octobre à Batiscan, ayant reçu tous les sacrements. Cette année de 1733 fut celle d'une épidémie de variole dans tout le pays qui dura de 7 à 8 mois et qui tuera 2000 personnes. L'épidémie avait été apportée par un sauvage du lac des Deux Montagnes qui avait visité la Nouvelle-Angleterre. Gabriel Lefèvre dit la taille, maintenant veuf, demeurait chez lui avec ses derniers fils célibataires, Alexis et Julien. Son grand ami Charles Dubois, dit Brisebois, et son épouse Mercy Adams demeuraient toujours à Yamachiche. Ils avaient eu 4 filles et un fils. L'une de ces filles s'appelait Marie-Ursule. Alexis, le fils de Gabriel Lefèvre, connaissait bien la famille Dubois. Marie-Ursule est celle qui accepte d'épouser Alexis. La cérémonie se déroule à Montréal le 4 mars 1734. Les frères d'Alexis, Charles et Joseph, sont présents au mariage, mais son père Gabriel est absent. En fait, aucun parent des époux n'est présent à la cérémonie, ce qui est compréhensible vu leur âge et la distance à parcourir pour se rendre à Montréal. Les témoins de l'époux sont Pierre Noël, sergent des troupes, et Bertrand Truteau, forgeron de Montréal. Alexis et sa femme vinrent ensuite demeurer chez Gabriel pour s'occuper de ses vieux jours. Ceux-ci ne durèrent pas tellement longtemps, car moins de 21 mois plus tard, on retrouvait le matin du 28 novembre le corps de Gabriel Nicolas Lefèvre dit La Taille dans le ruisseau derrière l'église de Batiscan. Personne ne semble s'être demandé ce qu'allait faire un homme de 70 ans derrière l'église de Batiscan un soir de novembre. L'acte d'inhumation rédigé par le curé François-Richard de Beausoleil indique simplement qu'il fut trouvé le lendemain matin dans le ruisseau où il était tombé la veille au soir. Voici le trajet que Gabriel Lefèvre dut accomplir pour se rendre à son destin. La terre de Gabriel était droite et le ruisseau derrière l'église se trouve près du X sur la terre de Jean Veillette. C'est ce dernier qui avait donné le terrain pour bâtir l'église en 1676. On voit sur cette première carte
que Mathurin Cadotte était décédé en 1729 et que son fils Jean avait hérité de la terre. Il est peu probable, sinon impossible, que Gabriel ait parcouru ce trajet le soir en question à son âge. Par contre, si ce soir-là Gabriel venait de chez l'un de ses fils Antoine ou Joseph, le trajet était plus facile et beaucoup moins long, soit au minimum 60 arpents ou au maximum 80 arpents. Et voici cette carte. Mais cela n'indique pas du tout ce qui a pu lui arriver ce soir-là près du ruisseau. Le fait que l'on sache qu'il s'y était noyé la veille laisse entendre qu'il venait de chez l'un de ses fils, Antoine ou Joseph, ce soir-là, puisqu'on avait su où il allait. Mais pour voyager seul à 70 ans, il fallait qu'il soit en bonne forme, ce qui n'aide pas à trouver une solution au mystère. Une information pertinente serait de savoir si la glace du ruisseau était prise, de sorte qu'il aurait pu vouloir traverser et que la glace aurait cédé. Ceci serait dans le scénario qu'il ait voulu visiter la tombe de Louise, son épouse, près de l'église. Malgré que visiter une tombe le soir lorsqu'il fait noir n'est pas tellement logique. Si je vérifie de nos jours, la température au Québec est environ 8 degrés centigrades plus bas qu'en Hollande. Nous savons que le 28 novembre 1735, la température en Hollande était de 11 degrés centigrades, ce qui donne 3 degrés centigrades pour le Québec. Nous savons également que le fleuve cette année-là n'était pas en glace au mois de novembre, ce qui est confirmé pour 1736. Le ruisseau n'était donc probablement pas recouvert de glace. Ce genre d'accident serait donc éliminé. Qu'a-t-il pu arriver d'autre pour qu'on retrouve un Gabriel Lefebvre noyé dans le ruisseau ce matin-là? Une faiblesse soudaine? Un infarctus? Une perte de conscience? C'est possible, mais pourquoi dans le ruisseau? Que faisait-il près du ruisseau pour y tomber? La seule possibilité est qu'il voulait le traverser. On peut imaginer qu'il a sauté et perdu pied lors de son atterrissage de l'autre côté du ruisseau. Il serait alors tombé dans le ruisseau, mais pour y rester, il a fallu qu'il heurte sa tête, sinon ce serait le froid de l'eau qui l'aurait saisi et provoqué un infarctus. Encore une fois, cette explication est à rejeter parce que, en fait, ce qu'on appelle ici un ruisseau est en réalité la rivière Veillette. Et voici à quoi ressemble ce ruisseau aujourd'hui, à vérifier sur une carte de Batiscan. Il est facile de constater qu'il n'était pas question de sauter un tel ruisseau. Le mystère reste donc entier. Le seul détail additionnel que nous puissions ajouter est que les témoins, lors de son inhumation, furent François Desbroyeux, enseigne de la milice, fils de Marguerite Dizy dit-Mauplaisir, et parrain de Madeleine, fille de Gabriel et Jacques Tiffaut, père ou fils. Le père aurait été âgé de 77 ans et le fils de 38 ans. J'opte pour le fils, car il était l'époux de Marie-Jeanne Cadotte, fille de Mathurin Cadotte, l'ami de Gabriel. La première fille de Mathurin et de Catherine, Marie-Louise, que nous avons rencontrée étant bébé dans ce récit, était décédée le 10 novembre 1708 à l'âge de 18 ans. Quand je pense que j'ai écrit ce récit pour dévoiler l'histoire du premier Lefebvre de ma lignée et que je dois le terminer avec un mystère sur ces derniers instants, je suis un peu désappointé. Qu'un homme tel que fut Gabriel Nicolas Lefebvre dit la taille finisse sa vie la tête dans un ruisseau, même si celui-ci est derrière une église, n'est pas une performance digne de cette vie. Mais je ne puis faire mieux. Je vous prie de m'en excuser. Alexis sera le lien qui continuera le récit de cette famille. Il est probable qu'il tenta d'expliquer la mort de son père. C'est ce que je souhaite. À bientôt. La suite de ce roman, Les Lefebvre de Batiscan, tome 2, Les Canadiens nés ici. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous avez apprécié la lecture de ce roman. À la prochaine.